Eh oui, la transition est toute trouvée pour nous maintenir dans nos valeurs africaines. Et sur le continent, aujourd'hui, avec un érudit, une personne ressource, sociologue de son état, le docteur Nielben, on parlera de la sagesse africaine et le monde d'aujourd'hui. Est-ce que nos valeurs se perdurent encore jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que la sagesse aujourd'hui transcende les générations? Mais avec M. Nielben, on aura bien sûr son avis et puis son analyse dans quelques instants. Mais on a la capsule. Hein. Voilà. Établir un parallèle entre les concepts tradition et modernité est une entreprise très complexe. À nos yeux, cette complexité pourrait s'expliquer de prime abord par le caractère antithétique de ces deux notions, la sagesse africaine et le monde d'aujourd'hui. Dans mon entendement, j'entends par la sagesse un certain nombre de valeurs qui caractérisent un individu. Et en premier lieu, j'y vois d'abord la raison, voilà, l'intelligence, la capacité à pouvoir faire face aux situations, etc. La justesse dans le langage, ainsi de suite. Ainsi, pour mieux appréhender ces deux notions, en ce qui concerne la sagesse africaine par exemple, on peut tenter de la saisir d'abord en rapport au temps. Oui, je pense qu'il y a au niveau de nos sociétés, au niveau de nos villages, de nos communautés, à travers certaines pratiques, nos populations, surtout dans les zones rurales, essaient de transmettre ces valeurs-là à travers, par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à travers ce qu'on appelle le oro. Dans ce sens, elle désignerait ce qui est de l'ordre du passé, par opposition au présent et au futur. Par ailleurs, ce concept pourrait aussi être envisagé par rapport à la morale. La comparaison n'a pas lieu d'être parce que nous sommes dans deux entités à peu près différentes. Puisque la sagesse africaine se rapporte à l'histoire précoloniale un peu de l'Afrique, se rapporte à nos coutumes, us et mœurs. Alors que le monde actuel est calqué sur le monde occidental. Cette interrogation vise finalement à savoir, le cas échéant, quel type de rapport établir entre cette sagesse africaine et le monde d'aujourd'hui. Ici, la sagesse africaine nous enseigne certaines valeurs telles que la patience, le respect des aînés, le respect de la parole donnée, la solidarité, la famille. L'interdiction de la dot en Afrique. En Afrique, la dot est interdite parce que l'Occident a dit que la dot est interdite. Mais aujourd'hui, il y a de nouvelles valeurs qui sont nées de l'influence de ces civilisations-là. Comment l'Afrique affronte-t-elle la modernité à partir de ces traditions? Il convient de faire remarquer quand même que même si nous avons la tête dans la modernité, eh bien, on observe de plus en plus que cette même jeunesse dont je parlais tantôt a quand même les pieds un peu dans la tradition. Vous voyez que, en général, le premier jour du mariage est célébré à la mairie, à l'église ou bien à la mosquée, mais le lendemain, on voit que les accoutrements sont beaucoup plus traditionnels avec les pagnes kita, etc., qui rappellent quand même que oui, que nous venons de quelque part et qu'on a intérêt à garder de soi ces acquis-là. Si, dans le contexte occidental, il est possible d'engager un dialogue entre ces deux termes apparemment opposés, la question qui se pose est de savoir comment envisager ce rapport en ce qui concerne la tradition africaine qui, comme on peut s'y attendre, présente tout un autre contenu. Il y a des inventeurs africains qu'on ne connaît pas. L'Afrique a fait énormément de choses. La sagesse africaine est la sagesse par excellence qui a
porter le monde. L'Afrique, berceau de l'humanité, on ne dit pas par hasard, parce que de l'Afrique, il y a énormément de choses. L'un des tout premiers pays les plus puissants au monde est un pays africain, l'Égypte. Donc, est-ce que ça nous sert d'acquis ou bien on en a honte? Est-ce qu'on a honte de nos cultures, de notre science? Est-ce que nous-mêmes, Africains, on ne fait pas l'effort de s'intégrer dans le giron mondial afin d'affirmer notre africanité et aussi notre sagesse? Autant de questions. Heureusement qu'à Matin Bonheur, depuis 2016, nous avons un docteur en sociologie qui nous permet vraiment d'avoir des infos là-dessus. Docteur Yelbien, bonjour. Bonjour. Alors, impression après cet élément vidéo qu'on vient de voir? Bien, après l'élément vidéo qu'on vient de voir, on peut dire que, heureusement, parce que de plus en plus, les gens devront prendre conscience que l'Afrique n'a pas du tout à rougir de son passé, n'a pas du tout à rougir de ses ancêtres, parce que les éléments de technologie que nous pensons les plus avancés, la plupart du temps, les inventions sont africaines, de par les origines d'abord, à savoir avec l'Égypte, que ce soit les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, les techniques d'irrigation des sols, etc., etc. Les parfums. Ou que ce soit les parfums, l'écriture, voilà, algèbre, c'est un mot arabe, et jusqu'à les développements les plus, qu'on peut qualifier des plus actuels, les missions sur Mars, les missions sur la Lune Apollo. Des Noirs y étaient impliqués pour calculer les trajectoires. Et en 1993 encore, Cheikh Modibo a été impliqué dans la mission sur Mars. Alors, on a ces sagesses-là que vous venez d'énoncer qui, ma foi, sont un peu vieilles, voilà, moyenâgeuses. Est-ce qu'elles ont perduré ou elles sont restées dans l'histoire passée? Ce n'est pas possible parce que nous avons eu deux grands chocs culturels qui ont été l'esclavage et la colonisation. Et quand vous regardez le système de colonisation et d'esclavage, c'est un système violent, c'est un système brutal, c'est un système barbare, c'est un système de négation de l'humanité et de l'humain et de l'humanisme. À partir de là, toute la technique a consisté à vider le cerveau de l'homme noir pour y implanter une culture blanche et occidentale. Effectivement, après 200, 300, 400 ans, il y a des séquelles qui sont restées, il y a des stigmates qui sont restés, de telle sorte qu'aujourd'hui, l'Africain est dans ce qu'on appelle l'entre-deux. Il n'est plus africain au sens de ses valeurs ancestrales qui étaient liées de manière cosmogonique, à savoir que votre relation à la nature, votre relation au temps, votre relation au pouvoir, votre relation à l'argent, tout cela est lié. Donc, à un moment donné, si on vient vider un élément de manière systémique, ça impacte automatiquement tout le reste. C'est vrai que l'Africain a inventé d'abord la pièce, la monnaie, ça a commencé par les cauris, mais l'argent n'avait pas la même place que l'argent a aujourd'hui, au sens de la prédocratie, au sens où avoir, c'est être. Qui n'a pas d'argent n'est pas. L'Africain savait faire la différence entre avoir de l'argent, l'utiliser pour ses besoins, et être dans la société, à savoir être quelqu'un de sage, quelqu'un de respectable et quelqu'un de considéré. Est-ce qu'au lendemain des indépendances, l'une des plus grandes difficultés ou erreurs peut-être de nos gouvernants, de nos gouvernements, c'est pas de faire en sorte que notre culture, tout ce bagage qu'on a là ne soit pas noyé par le modernisme? Est-ce qu'il ne fallait pas inculquer cela? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à croire, par exemple, que les feux tricolores, c'est des Africains. Bien sûr. Il y a énormément de choses. Énormément. L'avion, le train, l'opération à cœur ouvert, les transplantations des reins, l'aiguillage à l'aéroport, presque tout ça, c'est des inventions des Noirs. Finalement, il n'y a pas eu un cambriolage de toutes ces compétences-là qui nous est maintenant ramené comme si c'était des inventions nouvelles? Bien sûr, le mot cambriolage est bien choisi. Mais quand vous voyez comment les Blancs sont venus chez nous, il n'y avait pas de distinction entre le truand, le trafiquant, le commerçant, le religieux et le businessman. Tout cela s'est confondu dans la tête du Blanc parce que quand il est arrivé, qu'il a vu que nous avions une relation assez de soumission à la nature, nous vivions d'économie de subsistance, nous laissions nos richesses sous la terre. Il a pensé que c'était de l'ignorance. Alors que la technique du fer, déjà, c'est en Nubie, 500 ans avant Jésus-Christ. Nous savions ce que le fer pouvait faire, que ce soit pour des armements, que ce soit pour des ustensiles. Mais
en tant que cambrioleur, quand lui il est arrivé, il a cru que nous, on dormait à côté sans savoir ce que c'est. Automatiquement, lui, il a récupéré et il a commencé à faire des fusils. La poule, ce que nous utilisions pour faire les feux d'artifice, il a commencé à en faire des bombes. Vous voyez, c'est une question de culture. Docteur, comme tout cambriolage, il y a toujours une complicité interne. Bien sûr. Bien sûr. On a vendu nos pays, on a vendu nos fils, nos bras valides pour du miroir, du sel ou bien un peu de... Je sais pas, je ne sais quoi. On a comme nos yeux pour pleurer aujourd'hui. Est-ce que quelque part... Mais ça, c'est l'excès de sagesse de l'Africain. Parce que l'Africain est éduqué pour accepter les autres. De ne pas regarder l'étranger comme quelqu'un d'étrange. Sinon, l'occidental, dès qu'il voit ce qui ne lui ressemble pas, il se ferme tout de suite. Ce qu'on appelle l'ethnocentrisme ou l'européocentrisme. Eux ou rien. Alors que l'Africain est au contraire éduqué pour recevoir l'étranger comme un envoyé de Dieu. Et quand vous le faites avec un truand ou un trafiquant, automatiquement, il vous poignarde dans le dos. Mais ce que Marco dit par rapport à des personnes qui pourraient s'être rendues complices de ce cambriolage-là, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi au sein des personnes vénales? Parfaitement. Nous y avons collaboré. Peut-être par, je peux dire, par difficulté à renouer avec notre passé. Effectivement, quand ils sont arrivés, ils se sont fait passer pour des gens pacifiques. Quand on a compris que c'était une affaire de guerre culturelle, nous avons essayé de résister, mais comme ils avaient déjà la poudre, ils avaient le canon, donc ils maniaient les deux, soit Jésus, soit le fusil. Donc pour résister, pour continuer à vivre, à un moment donné, il a fallu les suivre. Et à force de les suivre, ça a été maintenant le syndrome du, comment vous appelez ça, du bourreau et de la victime. À un moment donné... Le syndrome de Stockholm. Exact, merci beaucoup. Le bourreau commence, la victime commence à admirer son bourreau. Et de ce point de vue, vous avez parfaitement raison, parce qu'ils ont eu beaucoup de complices jusqu'aujourd'hui qui fonctionnent comme des traîtres depuis le temps de Samori, de Sundiata, jusqu'aujourd'hui. Quand on voit tous nos rois, Jaka Zulu, c'est son frère, ou je ne sais pas par qui on l'a tué, Béanzin, il a été vendu. Samori vendu, tous ont été vendus. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal en tant qu'Africain, je crie toute mon africanité et toute ma douleur quand je pense, par exemple, qu'aujourd'hui, quand on met une photo de Béanzin devant un enfant, quelqu'un qui est né dans les années 70 ou 80, on veut assimiler nos ancêtres à forcément de la sorcellerie. Alors qu'il y a des valeurs à apprendre aussi. Oui, parce que... Et ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai. Ça fait mal, mais c'est pour l'histoire... Excusez-moi, moi, mon héros, c'est Béanzin, c'est la reine Pokou. C'est pas Superman. Oui. C'est pas Batman. Oui. Aussi, également, il y a des rites africains, comme il le dit, qui ont été assimilés à de l'occultisme. Pourtant, ces mêmes rites-là existent dans d'autres religions qui passent vraiment sans souci. Bien. Par exemple, le rite avec le poulet mort et tout ça. Oui. Mais vous savez, l'histoire est toujours écrite malheureusement par les vainqueurs. Je ne dis pas que cela est moral, mais entre guillemets, cela est normal. Même en Afrique, il y a une maxime qui dit on ne montre jamais son village de la main gauche. Les Européens, c'est ça, c'est pour cela que j'ai dit que le trafiquant, l'ecclésiaste, le guerrier, tout cela sont venus en même temps. Parce qu'il fallait se donner bonne conscience, sous prétexte qu'ils venaient dans une mission civilisatrice pour nous apporter la lumière. Ça a été la bonne conscience qu'ils se sont donnée. Et toujours dans cette théorie de se donner bonne conscience, ils ont continué en parlant d'indigènes, en parlant de ce que vous appelez les rites cannibales, la sorcellerie, etc. C'est-à-dire peindre systématiquement la culture de l'autre d'éléments abattardis, attardés, dépassés, obsolètes, etc. Et c'est ça la faiblesse du blanc. Le blanc ne se pose qu'en s'imposant. C'est-à-dire le blanc n'arrive pas à concevoir le différent. Le différent le gêne parce que le blanc est faible, le blanc est venu après. Celui qui est venu avant arrive à voir les autres venir et donc à les digérer. Mais celui qui arrive en retard est obligé de... C'est ça un peu le complexe d'Oedipe. Tuer pour exister. Le blanc n'aurait jamais pu exister sans tuer d'abord le noir. Parce que quand il est venu, il y a deux relations quand vous trouvez quelqu'un en place. Soit vous apprenez de lui, c'est ce que nous appelons en anthropologie le diffusionnisme. On s'est dit, on vient d'arriver, on regarde ce que l'autre fait et on prend. C'est ce que de manière moderne, les gens appellent the best practices. Mais c'est vieux comme le monde. Ou bien vous avez le choix d'être un enfant impoli et bâtard et créer le complexe d'Oedipe. Et par là, vous tuez d'abord votre père avant d'exister.
Avec tout ce que vous dites là, on veut quand même garder une petite pointe d'optimisme et se dire que est-ce que c'est pas possible hein, de fédérer encore avec les différentes communautés du monde, tout simplement. Merci beaucoup, madame, parce qu'en fait, l'histoire, la culture, la science, la technique, la religion, la politique du monde appartient à tout le monde. À un moment donné et un autre, il y en a qui s'érigent en propriétaires. Sinon, comme Marco l'a dit, dès d'entrée de jeu, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc tout ce qui est inventivité, créativité, tout est parti de l'Afrique et a été essaimé. C'est l'Afrique qui a d'abord envoyé des missions en Amérique avant même Christophe Colomb. Près de 2000 canaux sont partis. Les Blancs n'y ont pas cru. Ils ont fabriqué des canaux de l'époque et ils ont pu quand même rallier les États-Unis. Donc nous étions avant Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est par erreur qu'il a trouvé... Voilà, mais nous on savait... Il cherchait la route des Indes. Il cherchait la route des Indes. Exactement, il s'est complètement trompé alors que nous on le savait. Et même ma matière qui s'appelle la sociologie, Ibn Khaldoun était avant Auguste Comte, etc. Même la démocratie, c'est les Africains qui l'ont d'abord inventé, expérimenté. Ils sont allés tellement loin dans la démocratie que vous ne verrez jamais de pouvoir sans notabilité. À un moment donné, même quand les votes étaient à égalité, on prenait des bâtons et avec des longueurs différentes. En fonction de la taille du bâton que vous tiriez, sous l'Empire Mali, c'était comme ça, vous étiez l'élu. Et c'est l'Africain qui dit aussi, quand vous n'êtes pas capable de créer le bonheur et l'épanouissement du peuple, vous êtes obligé d'abdiquer. De telle sorte que les contre-pouvoirs, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, la démocratie, etc., ce sont des créations et des expérimentations. Et au plus haut niveau, au niveau le plus impossible, tout cela a été fait par l'Afrique. L'exercice modéré, tempéré, ce qu'aujourd'hui, de manière très moderne, on appelle le bottom management, commandé par le bas, a toujours été créé d'abord par l'Afrique. Parce que l'Africain, le vrai chef africain, n'est jamais épanoui si sa population n'est pas épanouie. Le vrai chef. Le vrai chef, son leadership est apprécié par la base et le bonheur que présentent ses concitoyens. De telle sorte que, de manière pratique, le chef de village africain de l'époque, avant même de manger, fait le tour de tous les villages pour voir si tout le monde a mangé, afin que lui mange en dernier. Alors qu'aujourd'hui, le chef africain mange d'abord en premier, voit, il prend tout et la casserole avec. Il a qu'à laisser un peu de... Alors, quand on a dit tout ça, dans quelle posture on doit se mettre? Dans quelle posture on doit se mettre hein, pour les générations actuelles et futures? Est-ce qu'il faut désespérer de la sagesse africaine? Absolument alors qu'elle pas. est tellement riche. Absolument elle a beaucoup à donner au monde. Absolument pas. Moi, je pense aujourd'hui que nous avons beaucoup de motifs d'espoir. Quand je pense à quelqu'un comme Claudie Sia, quand je pense à quelqu'un comme Kémy Séba, quand je pense au fait que vous me donnez la parole aujourd'hui pour qu'on puisse donner tout le schéma d'inventivité de l'Afrique, ça veut dire qu'on est en train de se réveiller. 500 ans où ils nous ont caché la lumière, aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en train de prendre conscience de la lumière. Et c'est là où vous avez raison. L'inventivité ne se cache jamais. Ce que les ancêtres de quelqu'un sont, tôt ou tard, ils finissent par le découvrir. Aujourd'hui, les Afro-Américains ont fait beaucoup de travaux là-dessus. Nous nous rappelons, ils reviennent d'ailleurs, nous nous rappelons quand, dans les années 73-74, Feni Koulapo a été régulièrement emprisonné. Il disait une chose simple qui rejoint la prise de conscience dont nous parlons, la génération consciente, la génération qui devait s'élever. Il dit, si vous voulez assujettir quelqu'un à vie, ne lui dites jamais qui étaient ses ancêtres. If you want to enslave someone forever, don't tell him what her forefather was. De telle sorte que quand il pense toujours que ses ancêtres ont toujours été à genoux, des sorciers, des gens bas, des gens vils, des gens, etc., etc., il ne veut jamais leur ressembler. Donc l'africanité dont vous parlez, il en a honte. Mais des gens comme nous qui commençons à être éclairés, qui commençons à voir la lumière, qui commençons à voir que les références les plus modernes même de l'Occident, nous les avons dans notre passé. Regardez aujourd'hui, le blanc parle de bio. Mais bio, c'est notre culture normale. Oui. Oui. Voyez-vous, oui. Il parle d'écologie, fonctionner en ne gaspillant pas. Mais l'Africain a toujours été non gaspilleur. Oui. Tout le surplus, on le donne aux voisins, on le donne aux parents. On rationne tout. On a toujours été rationnel et raisonnable. Ben, donc, attendez, c'est de grands moi, motifs il y a quelque chose que je ressens dans ce que vous dites. Je pense que je ne veux pas faire forcément l'exégèse de ce que vous dites, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous en voulez aux systèmes actuels de nos pays africains. Parce qu'il y a des choses à faire. Il devrait avoir un sursaut. Voilà. Merci. Effectivement, le sursaut, c'est tout le monde. Mais comme c'est toujours la tête qui inspire, aujourd'hui, plutôt que d'en vouloir aux Noirs,
on ne peut qu'en vouloir à ceux qui sont censés être les pionniers et en première ligne pour le combat. Et couper le cordon. Exactement. Nous tous, nous devons être des combattants, tout ce que nous sommes individuellement. Mais quand pour aller au combat, il y a des généraux, il y a des capitaines, etc., qui définissent les stratégies, qui disposent, qui disent quel armement utiliser, c'est sur eux nous comptons. Ne serait-ce qu'aujourd'hui pour restaurer l'histoire africaine. Ça ne peut plus être des musées européens, des chercheurs européens qui vont venir exhumer notre histoire, notre tradition, nos sagesses, comme vous le dites, nos rites, nos cultes. Mais c'est plutôt à nous de les récupérer avec nos propres impôts. Donc, c'est nos États qui doivent être en première ligne. Il faut revenir aux fondamentaux, comme pour dire, se dissocier de ce qui vient de l'extérieur, s'appuyer sur ce qu'on a déjà, qui était en nous, et puis avancer avec. Voilà, pour nous, il faut retrouver nos racines, les survivances. C'est-à-dire que c'est plus simple, plus noble, plus réel, plus exact. Et là, nous serons connectés avec notre inventivité. Aujourd'hui, c'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui, moi, ce qui me choque, je ne veux pas faire de polémique, hein, l'esclavage, parfois, il y en a qui trouvent que c'est banal, ça n'a rien à voir. Mais pourtant, quand on parle d'autres choses de l'humanité, d'autres difficultés que d'autres peuples ont eues, là, ça prend une résonance particulière. Alors que quand on parle de l'esclavage, c'est comme si c'est entré, ça s'est banalisé, oui, c'est normal, et ça fait mal, ça fait mal. Alors que quand vous touchez, on se comprend, hein, quand vous touchez à d'autres personnes, lorsque vous dites un seul mot, mais ça devient de la... Ce que nous pouvons dire à ce niveau-là, c'est un peu psychologique. Parce que le blanc a d'abord été l'esclave du noir. Dans la nuit des temps, l'Égypte pharaonique, ce sont les blancs qui étaient à côté des noirs comme esclaves. Donc, ça a tellement duré qu'ils ne savent plus, entre guillemets, ce que c'est. Sinon, logiquement, tout le monde sait que l'esclavage est la plus grande violence, souffrance et douleur qu'on puisse infliger à quelqu'un. Que ce soit dans sa chair, que ce soit dans son sang ou que ce soit dans son esprit. Voilà. Il n'y a que la prison. L'Occident même qui a fabriqué la prison, quand il vous parle de la prison, 1 jour de prison, 3 jours de prison, et alors que la prison n'est rien à côté de l'esclavage. L'arrachage à un continent, l'arrachage à une famille, plongée dans un pays qui n'est pas le vôtre, sans repère psychologique, etc. Et vous devez par-dessus travailler de manière contrainte, sans heures, sans ceci, la tête courbée, en train de dire merci à quelqu'un, manger à sa volonté, quand tout est lié à sa volonté. C'est tristement Docteur, violent. Finalement, tout ne se résume pas à cet état de fait de l'histoire, l'esclavage qui a été la clé déclencheuse de ce qu'on constate aujourd'hui. Oui, esclavage et colonisation, il ne faut jamais oublier les deux. Le binôme, oui. Voilà, le binôme. En tout cas, tous les dégâts moraux, psychologiques, etc., sont liés à cela. Parce que dans tout ce qui est rencontre des cultures, tout ce qui est choc des cultures, quand ça va de l'esprit jusqu'à dans le corps et dans la chair et dans le sang, je pense que les traces sont franchement difficilement cicatrisables. Mais comme on l'a dit, l'homme vit, l'homme reste debout, l'homme va prendre conscience de lui-même. Avec un pardon sincère, on peut bouger les lignes. Ben, nous, on n'a pas à attendre leur pardon, hein, ça je vous le dis honnêtement, parce qu'ils vont toujours trouver plus de subterfuges. Une reconnaissance quand même de la faute. Vous savez, ils ne sont pas aussi très... C'est une sagesse, madame. La meilleure manière, c'est d'être unis. Voilà, le Mais pardon... on est obligé de vivre aussi avec les autres. Oui. Il faut être unis. Voilà. Et surtout faire en sorte qu'on ait plus accès, tout le monde accès à l'éducation. Exactement. Merci beaucoup à vous, docteur Lyle Yelben. Malheureusement, le temps qui nous est imparti vient de s'achever. Merci. Bon week-end à toutes et à tous et restez toujours sur RTI1.